Donc, nous avons grand plaisir d'accueillir Emmanuelle Varon, qui est la responsable du CNR des pneumocoques et qui va pouvoir nous parler de l'arrivée du vaccin pneumocoque conjugué 20 valences, l'Apexnar, et de ce que ça va pouvoir impliquer en termes de changement. Bon, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, je démarre. Euh, Ça, ce sont mes liens d'intérêt. Donc, je travaille de temps en temps avec Pfizer et MSD. Donc, pour vous montrer qu'est-ce que pourraient nous apporter les nouveaux vaccins conjugués 20 valents, enfin le nouveau vaccin conjugué 20 valents, je souhaitais vous présenter succinctement comment est structurée la surveillance des pneumocoques en France. Elle s'articule autour de 3 réseaux. Le réseau des... Je ne sais pas si j'ai bien compris comment on sentait. Non. Bon. Le réseau des ORP, Observatoires régionaux des pneumocoques, qui est un réseau de microbiologistes. Et donc, on travaille là sur les souches. Elles me sont envoyées, et moi, je fais le sérotypage et l'étude de la sensibilité aux antibiotiques par la méthode de microdilution pour les principaux antibiotiques actifs sur pneumocoque. Je travaille aussi avec un réseau de pédiatres articulé autour de Active et du GPIP. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on surveille en même temps que les infections invasives avec eux le portage rhinopharyngé des pneumocoques. Et puis, je travaille avec le réseau EpiBac de Santé publique France et ça nous permet d'avoir des données d'incidence, ce qui nous permet d'asseoir les données que l'on reçoit au CNR parce que la surveillance du pneumocoque est une surveillance qui est basée sur le volontariat, une surveillance active, mais ce n'est pas de la déclaration obligatoire, donc on ne travaille pas de façon exhaustive sur toutes les souches. Donc, on travaille préférentiellement sur les souches invasives. Et donc, on entend par là toutes les souches qui sont isolées d'hémoculture et de méningite. Et puis, on peut comparer de temps en temps avec des souches isolées d'otite ou avec ce qui se passe dans le rhinopharynx. Alors, nous avons à disposition pour l'instant encore 2 vaccins. Un depuis les années 80 à peu près, le pneumo 23. Donc, c'est un vaccin qui est polysaccharidique et qui contient 23 sérotypes contre lesquels il protège pendant entre 3 et 5 ans. Et depuis 2002, on utilise un vaccin conjugué qui a été recommandé et introduit progressivement chez les enfants de moins de 2 ans. En 2010, on a bénéficié du remplacement de ce 7 valent par un 13 valent qui est utilisé depuis lors. Et vous avez ici sur... Et donc, vous avez ici les valences, les sérotypes qui sont contenus dans chaque vaccin. Donc, vous avez actuellement le vaccin qu'on utilise, le conjugué 13 valent, possède ces 13 valences-là. Et le pneumo 23 possède toutes les mêmes valences sauf le 6A et en possède d'autres complémentaires. Mais comme ces 2 vaccins n'ont rien à voir... Oui, merci beaucoup. Mais comme ces 2 vaccins n'ont rien à voir sur le plan mécanique et en termes de production d'immunogénicité, on compare systématiquement la couverture qu'on obtient avec les 2 vaccins. Ceci dit, ça n'a, voilà, c'est pas comparable. Donc, ce qui compte avec les conjugués et tout leur avantage par rapport aux vaccins polysaccharidiques, c'est que de conjuguer un polysaccharide à une protéine va modifier la nature de l'antigène et va permettre d'obtenir une réponse qui est thymodépendante, c'est-à-dire qu'on va avoir une coopération entre les cellules B productrices d'anticorps et les cellules T. Et ça, c'est fondamental dans la qualité de la réponse immunitaire. Et on obtient, avec les vaccins conjugués, une réponse anticorps qui est précoce, d'abord qu'on peut obtenir dès les premières semaines de vie, donc qui vont être valables chez l'enfant de moins de 2 ans, une meilleure activité fonctionnelle, une meilleure avidité, une réponse mémoire. Donc, quand on va
être en présence à nouveau d'un sérotype pour lequel on a été immunisé, la réponse va être rapide. C'est ce qu'on appelle l'effet rappel. Et puis, une réponse immunitaire au niveau du rhinopharynx avec la production d'IgA qui va entraîner une véritable protection de la colonisation par les pneumocoques au niveau de la muqueuse du rhinopharynx. Et ça, c'est très important parce que ça va diminuer le portage rhinopharyngé chez les sujets vaccinés et ça va entraîner une immunité de groupe. Et ce que je vais vous montrer l'indique clairement, c'est-à-dire qu'en vaccinant les enfants, on a aussi protégé les adultes qui, eux, ne sont pas vaccinés. En tout cas, alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux nouveaux vaccins conjugués qui vont être à notre disposition. Alors, je dis qui vont être parce qu'ils ne sont pas encore dans nos pharmacies. Mais il y a deux autorisations de mise sur le marché qui ont été publiées cet été. Une pour un vaccin 15 valent qui est produit par Merck, qui s'appelle Vaxneuvance, qui va être introduit dans le calendrier vaccinal des enfants, et un qui est le 20 valent, produit par Pfizer, qui s'appelle en France, qui va s'appeler Apexnar, et aux US, c'est Prevnar 20. Et vous voyez, très récemment, le 10 novembre, l'HAS a publié aussi les données de service médical rendu, avec un service médical rendu important pour les deux vaccins, et une amélioration de service médical rendu absente, non, pas d'amélioration pour les deux vaccins. Donc, voilà, ça c'est le rapport d'évaluation de l'HAS publié en juillet qui indique le 15 valent chez les enfants donc, dans le calendrier vaccinal actuel et pour les enfants à risque éventuellement. Et puis, le même communiqué au sujet du vaccin 20 valent avec donc, la recommandation d'intégrer le 20 valent dans la stratégie vaccinale de prévention des sujets à risque adultes, avec une simplification du schéma vaccinal, puisqu'on remplace le schéma combiné qui était un 13 valent suivi d'un 23 valent par le 20 valent tout seul. Donc, vous avez ici les sérotypes qui ont été ajoutés dans ces vaccins. Donc, dans le 15 valent, on a ajouté deux valences, le 22F et le 33F. Et puis, dans le 20 valent, on a ajouté ces sérotypes-là, le 8, le 10A, le 11A, le 12F et le 15BC. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut attendre de ce vaccin chez l'adulte, compte tenu de l'épidémiologie actuelle, qui est en fait le fruit de la pression de sélection qu'on a exercée avec le vaccin conjugué 7 puis 13 valent. Donc, vous avez sur ce graphique les infections invasives par sérotype, alors par groupe de sérotypes. Les sérotypes couverts par le vaccin conjugué 13 valent sont en violet. Et puis après, vous avez la part représentée par les deux valences ajoutées dans le 15, puis les 5 ajoutés dans le 20. Et si vous voulez avoir l'action du 20 au total, bah, c'est ces trois couleurs-là qu'il faut additionner. Après, c'est les valences qui sont simplement dans le 23 valent. Et puis en vert, les sérotypes qui sont couverts par aucun des vaccins. Alors, la représentation, elle se fait par groupe d'âge. Donc, la cible du vaccin, ce sont les moins de 2 ans. Donc, vous voyez ici qu'on est passé d'une incidence de 30 pour 100 000 à peu près 10 pour 100 000 dans les années 2013-2014. Et ensuite, on a eu une remontée progressive, on va dire un espèce d'équilibre qui a été atteint, en fait, quand on regarde bien dans tous les groupes d'âge. Et puis, au moment de la pandémie de Covid-19, il y a eu une cassure qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de l'épidémiologie du pneumocoque, qu'on explique très bien par la mise en place des mesures barrières et l'absence de circulation virale pendant ce moment. Ce
qui est intéressant de voir, c'est que dans les autres groupes d'âge, et si on va voir par exemple chez les adultes, les plus jeunes et les plus âgés, ben, vous voyez qu'il y a eu une diminution des infections invasives liées au PCV 13 et au PCV 7 qui sont contenus dedans, à peu près en parallèle, dans une proportion un peu moindre, hein, et avec là aussi un bénéfice net sur l'incidence totale des infections invasives dans ces groupes d'âge. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, le bénéfice qu'on a obtenu grâce au vaccin 13 valent, il est émoussé par le fait qu'il y a ce qu'on appelle du remplacement, c'est-à-dire que des sérotypes non vaccinaux occupent la place de ceux qui ont été pas éradiqués, mais en tout cas contre lesquels on est protégé, et qui vont occuper le rhinopharynx à leur tour et pouvoir provoquer des infections invasives, alors soit dans la population cible de la vaccination, soit dans le reste de la population par effet indirect aussi. Quand on regarde un petit peu plus près quels sont les sérotypes qui persistent aujourd'hui, chez les enfants de moins de 2 ans, en termes d'incidence, le premier sérotype que l'on retrouve, c'est le sérotype 24F, qui est un sérotype non vaccinal, contenu dans aucun des vaccins, y compris les nouveaux qui arrivent. À côté de cela, on a deux autres sérotypes, le sérotype 10A et le sérotype 15BC. Alors, eux sont contenus dans le 20 valent, qui, pour l'instant, n'a pas d'indication chez l'enfant. Chez l'enfant, on va pouvoir bénéficier du 15 valent qui protège contre les 22 et 33F en plus du reste, qui sont très peu représentés dans ce groupe d'âge-là. Mais en fait, les vaccins ne sont pas faits pour l'épidémiologie française. Le vaccin Merck, c'est un vaccin américain qui s'appuie sur l'épidémiologie américaine. Et aux États-Unis, il y a pas mal d'infections invasives à 22F et à 33F. Alors ça, je n'ai pas encore les données d'incidence pour l'année 2022. C'était pour vous montrer qu'en 2022, la distribution de sérotypes que l'on a déjà conforte les chiffres de l'année dernière. Donc, il n'y a pas d'évolution majeure, sauf que le sérotype 24F reste le premier parmi les sérotypes représentés chez l'enfant de moins de 2 ans. Si on regarde chez les adultes plus jeunes, les plus jeunes, on voit que les infections invasives sont liées à des sérotypes différents. Et les deux sérotypes majeurs sont le sérotype 8 et le sérotype 3. On va voir que c'est exactement la même chose chez les plus âgés, avec des proportions qui bougent un peu. Mais les deux sérotypes majeurs, là aussi, sont le 8 et le 3. Alors ici, en proportion égale, en 2022, il y a un peu plus de 3 et un peu moins de 8. Et donc, en fait, ce que cela montre, c'est que alors le sérotype 3, c'est un sérotype qui est contenu dans le 13 valent et qui, normalement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il disparaisse, ou en tout cas, ce qu'il diminue beaucoup. En fait, il y a des fluctuations, mais il fluctue à un niveau relativement élevé, ce qui laisse penser que la protection assurée par le 13 valent chez les enfants est moins bonne pour ce sérotype-là que pour les autres. Ce qui laisse, donc, on a un contrôle des infections invasives à sérotype 3, parce qu'on en trouve quasiment peu chez les enfants. Mais il est probable que ce sérotype arrive à persister dans le rhinopharynx, même si ce n'est pas sur des durées de portage longues, et arrive à circuler encore assez dans la population pour être un pourvoyeur d'infections invasives dans la population adulte. Donc ça, c'est, on va dire, le point faible du conjugué 13 valent vis-à-vis de ce sérotype-là. L'autre sérotype, c'est le sérotype 8. Le PCV 20, là, il va avoir de l'intérêt parce qu'il va normalement permettre de protéger contre ces infections et donc faire diminuer dans ces tranches d'âge-là, chez les adultes, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés, le poids des infections invasives. En diminuant, vous voyez, on pense qu'il va avoir vraiment un impact assez fort sur ces infections.
qu'il faut remarquer, c'est que le sérotype 24F, qui est très présent chez l'enfant, il n'est pas très présent chez les adultes. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Et puis, il y a un sérotype dont je vais vous parler bientôt, c'est le sérotype 11A, qui n'est pas non plus très présent, mais on va voir, lui, il est très présent dans le portage rhinopharyngé. Alors, un des effets qu'on n'attendait pas vraiment, mais qu'on a été content d'observer, c'est un effet sur la diminution de la résistance aux antibiotiques des pneumocoques, qui a été en grande partie lié à l'utilisation des vaccins conjugués. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des sérotypes qui portaient la résistance étaient liés au sérotype, dans un premier temps 7 valents et ensuite 13 valents. Et donc, le fait d'avoir une protection contre ces sérotypes a permis de faire diminuer énormément le nombre de souches de sensibilité diminuée aux bêta-lactamines qui étaient portées par ces sérotypes-là. À côté de ça, aujourd'hui, si vous regardez la sensibilité aux antibiotiques des sérotypes en présence, alors là, c'est dans les bactériémies de l'adulte. Donc, on s'intéresse ici à leur sensibilité à l'amoxicilline, qui est l'antibiotique de première ligne pour le traitement des pneumonies. Vous voyez que les souches de sensibilité diminuée qui peuvent poser problème, c'est-à-dire celles dont les CMI vont dépasser 2 mg, elles sont relativement rares, ça représente 3% de l'ensemble. Mais quand on les observe, elles ont des CMI relativement élevés, puisqu'il y a des sérotypes donc connaissaient anciennement des clones connus pour être multirésistants, comme le 14 et le 19F. Mais il y a aussi un sérotype, donc c'est le sérotype dont je vous parlais un instant, le sérotype 11A, qui exprime des niveaux de résistance très élevés à l'amoxicilline, ce qui fait que dans ces cas-là, il faut passer à une C3G. Et quand on regarde la sensibilité des sérotypes isolés de méningite, cette fois-ci justement au C3G, eh bien vous voyez que là encore, le sérotype 11A va être celui qui va, c'est même le seul qui va poser problème pour la prise en charge, parce qu'on observe parfois des souches qui ont des CMI qui dépassent 1, donc qui sont soit à 2, soit à 4. Alors l'essentiel des souches là est à 2. Mais il y a aussi des souches dont la CMI de Cefotax monte jusqu'à 4. Et ça, c'est rare. Dans ma pratique, il n'y a pas beaucoup de souches comme ça, mais avoir des souches comme ça responsables de méningite, ça va poser problème thérapeutique. Ce qui peut poser problème aussi, c'est si on maintient ce taux global de non-sensibilité aux céfotaxines se maintient, parce que actuellement, nos recommandations reposent sur des C3G à forte posologie en première intention, seules, sans association. Et si l'année 23 confirme les résultats de l'année 22, il est probable qu'on soit obligé de recommander en première intention une prise en charge qui porte sur au moins une combinaison d'antibiotiques. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne veux pas être trop pessimiste, mais sachant que le 11A est couvert par le 20 valent et que il n'est pas indiqué chez l'enfant, voilà, je pense il va encore circuler pas mal. En ce qui concerne la résistance aux macrolides, le 20 valent va pas apporter énormément par rapport au 13, parce que comme vous le voyez, seul un sérotype qu'il couvre porte de la résistance aux macrolides, c'est le sérotype 33F. Mais pour l'essentiel, la résistance aux macrolides est portée parmi les sérotypes non vaccinaux chez le 15A, le 23A et le 24F. Donc en fait, il est probable que ce vaccin-là ne permette pas de modifier drastiquement la résistance aux vaccins.
Ça, c'est ce qu'on observe actuellement dans l'inopharynx des enfants. Et vous voyez que les enfants de moins de 2 ans portent dans leur rhinopharynx 5 sérotypes prédominants. Et parmi ces 5-là, seuls 2 sont couverts par le 20 valent, qui n'est pas indiqué chez l'enfant. Donc, ça veut dire que ces sérotypes-là vont continuer de circuler dans le reste de la population. Donc, vous voyez, ce sont les sérotypes qu'on retrouve à l'origine d'infections invasives chez les adultes, le 15A, les 23, le 35B. Et puis, ces deux-là, le 11A et le 15BC. Alors, le 11A, c'est un sérotype un peu embêtant parce que, certes, il ne donne pas beaucoup d'infections invasives, mais son niveau de résistance parmi les souches isolées de rhinopharynx est très élevé, avec des souches qui sont entre 4, 8 et 16 microgrammes par ml pour l'amoxicilline. Donc, vigilance, parce que, comme je le disais, si on s'amuse à voir ce que va donner l'utilisation des 2 nouveaux vaccins dans les populations d'âge différents, le 15 valent ne va pas protéger le portage de ce sérotype, ni d'ailleurs des autres qui sont de sensibilité diminuée, donc qui vont continuer de circuler et risquer de donner des infections invasives. Globalement, si on veut se rendre compte de la couverture sérotypique des vaccins, donc du 15 d'une part et du 20 valent d'autre part, donc là, j'ai mis en couleur non assurée ce qu'on peut attendre des vaccins qui vont être indiqués par groupe d'âge. Donc, on va passer, grâce aux 15 valents, d'une couverture sérotypique, c'est-à-dire d'une protection théorique de 14% à 24% pour les enfants de moins de 2 ans, pour ce qui concerne les infections invasives, pour les plus grands de 19 à 24 et pour les 5-15 de 17 à 23. Donc, on comprend qu'il n'y ait pas vraiment d'amélioration du service médical rendu sur ce vaccin, même si 10% de mieux, c'est mieux que 10% qu'on ne verrait pas, ça reste un gain minime. Si on regarde chez l'adulte, le 20 valent, lui, il permet de passer de 28% de couverture sérotypique chez les jeunes à 63%. Et puis, c'est à peu près le même ordre de grandeur de protection. C'est-à-dire qu'on passe à une protection théorique contre les sérotypes de environ 65%. Bon, alors ça, ce n'est pas considéré comme une amélioration du service médical rendu, mais ça reste quand même un gain intéressant de couverture, c'est un tiers. Et si on se focalise sur les méningites, donc vous voyez, pour les enfants, le 15 valent va protéger un petit peu mieux, à peu près 10% de mieux. Par contre, pour les adultes, c'est pareil, vous allez avoir un gain assez intéressant sur la protection des sérotypes liés aux méningites. Alors, je vais juste dire un mot du 24F, parce que le sérotype 24F, donc vous l'avez compris, c'est un sérotype non vaccinal qui va continuer de vivre sa vie indépendamment de la pression vaccinale, enfin pas indépendamment, compte tenu de la pression vaccinale du 15 valent et du 20 valent qu'on va utiliser. Et ce sérotype-là, son problème, c'est que, alors d'une part, on a repéré qu'il était là parce qu'il a entraîné un pic d'incidence des méningites chez les enfants de moins de 2 ans, qu'on a repéré à partir de l'année 2015 et qui s'est poursuivi jusqu'à présent. Aujourd'hui, on sait qu'il ne donne pas que des méningites, il donne des infections invasives avec assorties de pneumonie aussi. On sait aussi que, comme il est rarement retrouvé en portage, on lui donne, il est étiqueté de sérotype à pouvoir invasif élevé. C'est tout à fait vrai. On calcule des odds ratios et l'odds ratio du 24F, il est de l'ordre de 7. Donc, on a 7 fois plus de risque d'avoir une infection invasive quand on a du sérotype 24 par rapport au risque d'avoir une infection invasive avec du 11A,
qui lui est très faible et qu'on considère comme en fait un sérotype protecteur du rhinopharynx. Il est protecteur, mais il est très résistant. Le sérotype 24F, il a un autre défaut, c'est que donc il a de la résistance et en fait, au fur et à mesure du temps, la population de 24F a perdu ses clones sensibles aux antibiotiques et a gagné des clones de sensibilité, alors pas trop élevés, heureusement, mais quand même, qui peuvent poser problème dans la prise en charge des infections invasives. Et on s'est rendu compte que ce clone-là dérivait en fait du sérotype 19A. Et le sérotype 19A, c'est un sérotype qui, d'une certaine façon, échappe au vaccin, échappe à la pression vaccinale en changeant simplement son sérotype. Il conserve son pouvoir invasif et il conserve aussi ses résistances aux antibiotiques. Et on a comparé en faisant du séquençage génome entier toutes les souches de 24F qu'on avait isolées entre 2003 et 2018, à la fois en portage et dans les infections invasives. Et puis, vous avez ici le détail de ce qu'on trouve dans les méningites. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a 3 clones qui se sont, on va dire, bagarrés. Enfin, c'est un vrai combat, en fait, de fitness. Le clone rose, là, était le premier à être sur le terrain. C'était un clone qui était sensible à tous les antibiotiques. Il a perdu la bataille contre le clone jaune et le clone vert. Et le clone jaune s'est installé, a donné non seulement de la colonisation dans le rhinopharynx, mais pas tellement. Il a surtout donné des méningites et globalement des infections invasives. Et ce clone-là, c'est lui qui dérive directement du 19A. Il est multirésistant et en fait, il fait écho à des clones, j'allais dire ancestraux, qui sont décrits depuis le début de l'ère de l'étude des pneumocoques. Et donc, on a affaire en fait à un recyclage permanent du génome de pneumocoques qui fait des nouveaux sérotypes à partir de vieilles souches. Qui doit amener à être très prudent sur la façon qu'on a d'utiliser les antibiotiques. Et donc, ça, c'est pour ajouter un petit niveau de stress au niveau de ce clone de 24F. C'est-à-dire que quand on regarde les séquences dans la base de données de l'Imperial College avec qui on a fait des séquences de ces 24F et qu'on compare avec tout ce qu'on a dans le monde entier, on s'aperçoit que le même contexte génétique peut exprimer plein de sérotypes différents. Mais donc, ce contexte génétique qui va donner le pouvoir de virulence, il va transporter les gènes de résistance et après, en fonction de son sérotype, il va pouvoir ou non échapper au vaccin. Et donc, ce clone, cette lignée, est capable d'exprimer 17 sérotypes différents dont beaucoup sont non vaccinaux. Ce qui veut dire que le 24F, il a toutes les possibilités de se changer si demain on a un vaccin contre le 24F en autre chose. C'était du 14, c'est devenu du 19A, ça devient du 24F et ça sera autre chose. Le tout dans un contexte où on avait commencé à baisser la consommation d'antibiotiques en médecine. Alors là, je vous donne les chiffres de médecine ambulatoire qui avaient été publiés l'an dernier à la même époque par Santé publique France et qui montraient qu'à la suite de la fin de la pandémie, il y avait une reprise de la consommation. Nos objectifs de moins de 650 prescriptions et de moins de 1000 n'importe quoi, de moins de 20 DDJ par 1000 habitants et par an est loin d'être atteint. Et je ne déflore pas les chiffres qui seront bientôt publiés. Mais voilà, on est dans un contexte où on reste un fort consommateur d'antibiotiques et cette pression, elle s'exerce sur les sérotypes non vaccinaux essentiellement. Donc, pour ne pas finir sur une note pessimiste, on va avoir
à disposition de nouveaux vaccins conjugués, mais il y a des futurs vaccins qui sont en préparation, qui sont en phase 3, qui sont prometteurs, parce que d'abord, ils sont conçus un petit peu différemment. Le PCV 21 de Merck, il est conçu en ajoutant des sérotypes. Vous voyez, beaucoup de sérotypes qui sont pour l'instant classés dans les non-vaccinaux, mais qui sont très présents. Donc, ce vaccin-là, sa couverture attendue, elle est de plus de 85% des infections invasives, toutes tranches d'âge confondues. Et c'est cet autre vaccin qui n'est pas très original dans sa formulation, parce qu'en fait, c'est la formulation du polysaccharide 23 valent, sauf que là, tous les efforts se concentrent sur la protéine de conjugaison, qui est originale, qui est, il y a 2 vaccins en préparation. Il y en a un avec une protéine qui combine des protéines de pneumocoque et une protéine qui améliore la réponse immunitaire. Et l'autre a aussi une protéine, alors ça reste la même toxine diphtérique modifiée que celle dans les conjugués ici, mais le mode de modification, enfin la modification de la protéine qui est produite de façon synthétique permet de conjuguer un grand nombre de polysaccharides, ce qui va permettre d'élargir probablement le nombre de sérotypes portés par cette protéine. Donc, des vaccins qui sont prometteurs à la fois en termes d'efficacité, d'immunogénicité avec une production d'anticorps élevée, et puis en termes de couverture, puisqu'on va pouvoir ajouter non pas 24, mais peut-être 31 sérotypes. En sachant qu'il en existe 100, mais que dans une période de 10 ans, ne circulent que 40 sérotypes sur les 100 que le pneumocoque peut générer. Donc, en conclusion, à la question qui est qu'est-ce que peut apporter le PCV20, je pense qu'il va nous permettre d'optimiser la stratégie vaccinale, au moins dans un premier temps chez l'adulte, en permettant la simplification du schéma à une dose. On va améliorer, on est censé améliorer la couverture vaccinale dans la population des immunodéprimés. On va augmenter la couverture sérotypique, ça je vous l'ai montré, en raison de l'élargissement des sérotypes couverts. On va diminuer la proportion de souches résistantes. Alors, ça fait gagner moins de 2,3%. Je parle des souches vraiment résistantes avec le haut niveau de résistance, qui abaisse en fait les souches à problème à moins de 1% pour l'amoxicilline et à autour de 1% pour le céfotaxime pour les souches de méningite. Donc, un vrai gain. Une résistance aux macrolides qui reste aux alentours de 10%, donc qui compromet quand même la prescription probabiliste pour l'instant, même si ça sera plus confortable si ça baisse encore. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le 15 valent intégré au calendrier vaccinal des enfants va diminuer la circulation des 22F et des 33F, et ça va avoir aussi un impact sur l'adulte. Par contre, le fait que le PCV20 ne soit pas recommandé avant l'âge de 2 ans, attention, il n'y aura pas d'effet indirect sur les sérotypes de portage qui auraient été dans le champ de ce vaccin 20 valent. Et donc, le 11A qui est porté par les enfants va continuer de circuler. Donc, je pense que ça va gêner l'effet du PCV20 chez l'adulte. En tout cas, ça va le challenger. Et enfin, il n'y aura pas d'effet sur le 24F parce que par définition, il est non vaccinal. Attention, parce qu'on est dans un contexte de forte consommation d'antibiotiques. On va donc probablement, je pense que là, il ne faut pas être grand clair pour le deviner, le 24F, il va avoir le champ libre pour augmenter. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il perde de la virulence ou qu'il ait un facteur de fitness moins bon que d'autres qui vont sûrement émerger dans la niche qui va être vidée en partie. Je vous remercie de votre attention.